Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer la correction de cet examen d'analyse fonctionnelle que j'ai annoncé il y a quelques jours. Aujourd'hui, je donne la première partie de cette correction. Il s'agit de 2 exercices. Voici l'exercice numéro 1. Et voici l'exercice numéro 2. Alors, on y va pour cette solution. On considère l'espace L2 de Hilbert des suites complexes de carrés sommables munis du produit scalaire usuel de cet espace, très important dans l'analyse fonctionnelle, l'espace L2. Cet espace, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, admet une base hilbertienne canonique que l'on note B. Elle est composée des vecteurs En, lorsque n décrit n étoile. Chaque En est une suite. C'est une suite dans L2, dont tous les termes sont nuls, sauf le terme d'ordre n, d'ordre petit n, qui vaut 1. Alors, sa notation avec les symboles de Kronecker, elle est là. C'est la suite delta nk, lorsque k varie donc dans n étoile, pour n fixé évidemment, et sachant que ce symbole de Kronecker est défini ainsi, delta nk égale 0 si n est différent de k, et delta nn égale à 1. Alors, la première question, donc, si je considère A appartenant à R et P appartenant à n étoile, je définis l'application fp de L2 vers C par cette définition. Pour une suite x égale xk, k appartenant à n étoile, fp de x, c'est le nombre complexe xp plus 1 plus a xp plus 1, où les xk sont évidemment les composantes ou les termes de la suite x. Première question, montrer que fp est une forme linéaire continue sur L2 et calculer sa norme. Souvent, quand je pose de telles questions, par mon expérience dans ce module que j'ai enseigné plusieurs années, les étudiants ne répondent pas à la question complètement. Soit ils vous montrent simplement qu'elle est linéaire, ou bien ils se focalisent simplement sur la continuité, et parfois ils oublient même de donner la norme. Or, ici, il y a, si vous voulez, 3 questions, et chaque question est notée. La linéarité, la continuité, qui sont liées un petit peu parce que pour montrer la continuité d'une forme linéaire, on utilise une méthode spécifique aux formes linéaires ou aux applications linéaires. Et le calcul de la norme aussi, puisqu'on demande le calcul de cette norme. Alors, ça c'est la première question à laquelle nous allons répondre tout de suite. Autre remarque sur la rédaction des étudiants, vous leur donnez un texte d'analyse fonctionnelle. Ils vous répondent par des réponses algébriques, c'est-à-dire pour montrer que c'est dans la deuxième question par exemple, montrer que c'est un sous-espace vectoriel, ils essaient de montrer que l'addition est stable et la multiplication par un scalaire est stable. Or, ce n'est pas en analyse fonctionnelle, on a des méthodes qu'il faut appliquer. Alors d'abord, commençons par cette première question. Si je considère l'élément UP, genre UP, c'est EP plus 1 plus AEP plus 2. Je rappelle que les EN sont les éléments de cette base canonique B, cette base hilbertienne de l'espace L2. Donc voilà comment je considère ce vecteur. Alors il est clair que fp de x, c'est le produit scalaire de x, cette suite, avec UP.
En effet, si vous faites le produit scalaire avec sa linéarité, x produit scalaire avec EP vous donne xp, x produit scalaire avec EP plus 1 vous donne xp plus 1, et x produit scalaire avec AEP plus 2 vous donne AXP plus 2. C'est-à-dire, nous retrouvons la définition de FP de x. Donc, c'est x produit scalaire avec ce vecteur que j'ai noté ainsi, que j'ai défini ainsi. Avec cette constatation, vous n'avez pas besoin de remontrer qu'elle est linéaire ou de montrer comment on calcule la norme. Le théorème de Riesz est clair. Fp de x sous cette forme est une forme linéaire continue. Je ne vais pas refaire le cours, elle est continue. Et sa norme, c'est la norme de ce vecteur UP que vous avez trouvé qui définit Fp. Donc, la norme de UP, c'est la racine du produit scalaire de UP avec lui-même. Alors, avec ses composantes qu'il a, 1, 1, A, c'est les seuls qu'il a, les autres sont nuls. Alors, vous avez donc, je veux dire, les composantes sur la base hilbertienne. Donc, c'est racine de 1 au carré, plus 1 au carré, plus A2, et ça donne ceci. Voilà, donc, la norme. Nous avons répondu à toutes les questions grâce au théorème de Riesz, cette forme linéaire, et c'est une forme linéaire continue par son écriture. Théorème de Riesz que nous... pourquoi on donne le cours? C'est pour l'utiliser. Et voilà, et on n'a pas besoin de montrer la linéarité, autre chose, etc. Le théorème de Riesz est clair. Vous travaillez sur un espace de Hilbert, il faut répondre ainsi. Voilà. Et c'est pourquoi je dis il faut donner quand on est dans un module d'analyse fonctionnelle, il faut donner des réponses d'analyse fonctionnelle, et non pas des réponses algébriques. Alors, en plus, je peux ajouter cette constatation, le noyau de Fp, c'est l'orthogonale de ce vecteur. Les vecteurs qui réalisent, les vecteurs x ou les suites x qui réalisent Fp de x égale 0 sont ceux qui réalisent x produit scalaire avec UP est nul. Ce qui veut dire c'est l'orthogonale de UP. Cette constatation est très importante, elle va nous servir tout à l'heure. Alors, retournons en arrière pour voir quelle est la question numéro 2. Alors, on considère le sous-ensemble V de cette forme. Pour l'instant, je dis sous-ensemble parce qu'après, on vous dit montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé de L2. Donc, a priori, pour l'instant, c'est juste un sous-ensemble. Voilà son écriture. Quand on donne une question comme ça et on passe à autre chose, ça veut dire certainement qu'il y a un lien. Alors, regardez cette écriture et regardez ça. Si je fais passer x3 de l'autre côté, j'ai x1 plus x2 moins x3. Ça veut dire, j'ai ici f, un certain fp de x égale 0. P égale 1 et a égale moins 1. Je répète, si je fais passer x3 de ce côté-là, j'ai x1 plus x2 moins x3 égale 0. Donc c'est f1 de x égale 0 avec a égale moins 1. Voyons la solution. Alors, comme j'ai dit, ceci c'est l'application f1. Tout simplement, f1 égale 0. Alors, pour ne pas trop compliquer, je l'appelle L, où L est l'application fp avec p égale 1 et a égale moins 1, comme je viens de le dire. Donc, le up de tout à l'heure, ce sera E1. Je dis simplement, c'est U1, c'est E1 plus E2 moins E3. En fait, ce U, il dépend aussi de A, mais pour ne pas compliquer, on va l'appeler juste U. Voilà, donc, ici, c'est F1 de la question précédente avec P égale 1 donc, et A égale moins 1. Voilà, donc on a V égale le noyau de la forme linéaire F1, que j'ai appelé maintenant L. Et elle est forme linéaire d'après la question précédente. Le noyau d'une forme linéaire est un sous-espace vectoriel. La forme linéaire est continue d'après la question 1, donc c'est un fermé. Et d'après cette remarque, il est égal à l'orthogonale de ce vecteur U. Parce que L, c'est produit scalaire de x avec ce U. La constatation vient de 1. L est une forme linéaire continue et donc son noyau qui est V est un sous-espace vectoriel fermé dans L2.
Troisième question, déterminer explicitement V orthogonal et trouver sa dimension. Explicitement, ça veut dire donner comment il est défini. Comme ici, vous avez une écriture explicite de V. Là, on va donner celle de V orthogonal. Alors, d'après la question précédente, on a V égale l'orthogonale de U. Mais c'est égal aussi à l'orthogonale du vectoriel de U. Vectoriel de U, c'est-à-dire le sous-espace engendré par U. Ce qui est ça. D'où vient ceci? Ça vient du cours. Quand j'ai posé cet examen à mes étudiants, évidemment, j'ai dans le cours cette relation. Alors, c'est un rappel de cours. Ici, entre ces crochets-là, c'est l'écriture vectorielle de quelque chose, vectorielle de S. Donc, pour simplifier dans le cours, je l'ai noté comme ça. Alors, l'orthogonale d'un sous-ensemble est égale à l'orthogonale de l'espace engendré par cet sous-ensemble. Alors, l'intérêt, vous allez voir qu'il est très important parce que je vais appliquer ceci. Une fois que j'ai identifié V, je vais lui appliquer l'orthogonale. Et l'orthogonale sera donc l'orthogonale de ceci est égale aussi à l'orthogonale. Je peux passer cette étape. V est égal à ça. J'ai expliqué par cette relation du cours. Donc maintenant, j'applique l'orthogonale à V et je trouve l'orthogonale de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel de L2. Et toujours d'après le cours, si F est un sous-espace vectoriel d'un espace de Hilbert, ici c'est L2, alors vous avez l'orthogonale de ce F est égale à la fermeture de F dans un espace de Hilbert. Or ici, vectoriel de U, c'est un espace de dimension 1, donc il est fermé, sa fermeture c'est lui-même. Donc nous avons ceci est égal à vectoriel U par cette propriété. Attention, regardez, si vous avez oublié ça, vous n'avez pas utilisé ça, ce qu'ont fait mes étudiants, plusieurs, ils ont fait ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appliquer cette relation. Mais ils oublient que ceci c'est valable pour un sous-espace vectoriel et non pas pour un singleton. Si vous oubliez ça, vous trouvez quoi? V orthogonal égale le singleton U. Mais V orthogonal, l'orthogonale d'un sous-ensemble est toujours un espace vectoriel. Vous le trouvez égal à un singleton qui ne contient même pas l'élément neutre. Donc c'est faux. C'est pourquoi il fallait passer par cette étape qui est dans le cours pour trouver. C'est là où vous devez appliquer cette relation lorsque vous avez F, un sous-espace vectoriel d'un espace de Hilbert. Faites bien attention à cette question. Et le fait, la fermeture est égale à F parce qu'il est de dimension finie. Donc là, voilà la solution. V orthogonal est égal à vectoriel de petit u. Et c'est les lambda u lorsque lambda décrit l'espace des complexes grand C. Et évidemment, sa dimension est égale à 1 parce que U est un vecteur non nul. Le voici, le U, un vecteur non nul, manifestement, il est non nul. Alors, cette égalité, bon, tout ce que j'écris ici, c'est ce que je viens d'expliquer. Cette égalité est possible, cette égalité-là, car vectoriel U est un espace de dimension finie. Il est de dimension 1, comme je viens de le préciser, et en utilisant les rappels du cours que vous avez ici, ce fameux résultat. Donc ainsi, nous avons terminé cet exercice et nous passons à l'exercice suivant. C00, c'est ce fameux espace vectoriel des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls. C'est-à-dire, un terme est dans C00 si cette suite est stationnaire. Elle est nulle à partir d'un certain rang. Alors, vous montrez que C0 est dense dans L2. Bon, donc ça, c'est la première question. Voyons la solution. Alors, ça, c'est classique. Lorsque vous prenez un X, une suite dans L2, vous prenez Xn, si vous voulez la coupure là, à partir du rang n, vous mettez des zéros. Ce qui vous donne un élément de C00. Et ce Xn, il tend vers X.
Donc ainsi, vous aurez fabriqué une suite xn dans C00 qui tend vers x, pour x quelconque, et donc c'est ça la densité. Alors pourquoi ce xn, ou cette suite xn définie ainsi tend vers x? Alors regardez, ici c'est les x, c'est les xk, et là ce sont les composantes de x. Là, grand xn s'arrête à l'élément petit n d'indice n et après des zéros. La norme de x moins xn dans L2, je la prends au carré. Puisque x et xn coïncident sur les n premiers termes, lorsque vous faites x moins xn, vous trouvez une suite dont les premiers n termes sont nuls, et après, vous avez les termes x. Donc, norme de x moins xn au carré, c'est la somme. Elle va commencer avec les normes des termes qui ne sont pas nuls. Ceux qui sont nuls, ça donne 0. Donc, on trouve ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est, rappelez-vous, les séries numériques, ça, c'est le reste d'ordre n de cette série. Et le reste d'ordre n, il tend vers 0 parce que cette série est convergente. Pourquoi elle est convergente? Parce que grand X appartient à L2. Dire que x moins xn au carré tend vers 0 en norme, ça veut dire que xn tend vers x. Et donc nous avons montré que pour x quelconque, dans L2, il existe une suite xn dans C00 qui converge vers cet x. C'est bien ça la densité de C00 dans L2. Alors je vais montrer cette densité d'une autre manière, mais je vais rappeler quelques propriétés du cours. D'abord, une partie x d'un espace pré-hilbertien est dite totale si le sous-espace engendré par x est dense. Donc, voilà ce que ça veut dire. Ça. Deuxième rappel du cours, qu'est-ce que c'est qu'une base hilbertienne dans un espace pré-hilbertien? Les bases hilbertiennes se trouvent même dans des espaces qui ne sont pas forcément de Hilbert. Donc, si E est un pré-hilbertien, on dira que une famille est une base hilbertienne si elle est orthonormale et totale. Totale, je viens de le définir. Orthonormale, ça veut dire tous les vecteurs de cette famille sont de norme 1 et qui sont orthogonaux entre 2 à 2. Évidemment, les vecteurs sont tous de norme 1, donc ils sont tous non nuls. Alors revenons-en à cette façon différente pour montrer que C00 est dense dans L2. Alors, dans le texte, on vous dit, dans l'exercice précédent, que B est une base hilbertienne. Rappelons ce B. B, voilà, c'est la famille, on l'a déjà dit au début, c'est la famille des vecteurs En. Chaque vecteur est une suite, comme je l'ai expliqué, c'est la suite dont tous les termes sont nuls et celui de rang 1, petit n, vaut 1. Donc en particulier, c'est une suite stationnaire, c'est un élément de C00. Alors grand B est incluse dans C00. Une base hilbertienne, la base canonique, grand B est inclus dans cet espace C00. Alors, c'est pourquoi je dis B est clairement incluse dans C00. Il n'y a rien à démontrer. Et elle est totale. Pourquoi elle est totale? Parce que c'est une base hilbertienne. Rappelez-vous la définition que nous avons rappelée. Une base hilbertienne, elle est totale. Totale et orthonormale, dans E, elle est une base hilbertienne. Donc, on a ceci. La définition de la totalité de B, on a ça. B est inclus dans C00. Alors, B étant incluse dans C00, et C00 est un sous-espace vectoriel, donc le sous-espace engendré par B doit être inclus dans C00, parce que toutes les combinaisons linéaires de B seront dans C00, par stabilité de l'addition et de la multiplication par un scalaire. Donc, C00 contient à la fois B et le sous-espace engendré par B. Bon, alors maintenant, puisqu'on a cette inclusion, alors l'adhérence du sous-espace vectoriel engendré par B sera inclus dans l'adhérence de C00. Mais puisque B est une base hilbertienne, cette adhérence-là vaut L2. Donc L2 est inclus là-dedans, inclus dans C00 bar, mais C00 est un sous-espace de L2, donc son adhérence, elle est dans L2. Regardez, L2, entre L2, il y a C2.
Sous-ensemble, donc chacun vaut L2 et par conséquent, l'adhérence de C00 est égale à L2. Alors maintenant, nous allons aborder cette deuxième question dans l'exercice numéro 2. Alors ici, on nous donne, on considère une application linéaire L de C00 vers C, donc c'est une forme linéaire. Alors vous savez que C00 est un sous-espace vectoriel de L2, donc il est muni de la norme 2. Et on nous demande de montrer, dans une première question de ça, que L est bien défini. Alors, comme vous savez, les éléments de C00, ce sont des suites qui ont un nombre fini de termes non nuls. Donc, quand j'écris ici la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, en fait, c'est une somme finie. K égale 1 jusqu'à une valeur donnée n indice x, qui dépend de la suite x. Alors, nous allons voir ce que j'ai écrit dans la solution. Voilà, comme je viens de dire, pour chaque élément x, une suite de C00, il existe un entier naturel, noté nx, bien sûr qu'il dépend de ce x, pour lequel les xk sont nuls à partir de cet élément, ou pour k supérieur strictement à cet élément. Donc la somme considérée ici est une somme finie, et donc L de x est définie pour chaque x de C00, et ainsi l'application L est bien définie. Dans la question de B, on nous dit de montrer que L n'est pas continue. Alors nous allons présenter deux méthodes pour résoudre cette question. Alors la méthode numéro 1, nous allons supposer que L est continue. Parce que rappelez-vous, on veut montrer qu'elle n'est pas continue. Donc on fait un raisonnement par l'absurde. On suppose qu'elle est continue de C00 vers C. Alors L est linéaire. Si elle est continue, il existe M, un réel strictement positif, tel que l'on ait cette relation. L de x en module, puisque L de x est dans C, inférieur à 1 fois la norme de x, quel que soit x dans C00. Pour n quelconque, si l'on considère cet élément, ainsi, c'est la suite un, dont les termes valent 1 sur k, pour k égale 1 jusqu'à petit n, et après que des zéros. C'est bien un élément de C00. Pour cet élément, on va appliquer la relation, cette relation 1, puisqu'elle est valable pour tous les éléments de C00. Et UN fait partie, ce UN fait partie de C00. Donc, on va avoir cette relation, voilà comment elle s'exprime pour UN. Pour n quelconque. Alors, regardons le premier élément de cette inégalité. L de UN en module. L de UN, c'est, comme dit la définition de grand L, c'est la somme des xk. Ici, il y a un nombre fini de termes, c'est les 1 sur k, k égale 1 jusqu'à n, donc c'est cette somme. C'est ça, le premier membre. De l'autre côté, nous avons m norme de un. Alors, c'est quoi norme de un? La norme de un pour un élément de C00, qui est un élément de L2, sa norme, c'est la somme des modules, des carrés, des composantes. Il y a un nombre fini ici, x1 jusqu'à xn. La somme des modules, puisque ce sont des réels, donc c'est la somme des carrés de 1 sur k au carré, k égale 1 jusqu'à n. Mais n'oubliez pas la racine carrée, parce que la norme, c'est la somme des modules des carrés avec la racine carrée. Et ceci est inférieur à la somme de 1 jusqu'à plus l'infini, parce que là, on a un nombre beaucoup plus de termes, donc c'est plus grand. Et la racine est une fonction croissante. Et ça, si vous vous rappelez un petit peu des suites de Fourier, comment on a calculé cette somme, on a trouvé pi au carré sur 6, cette somme. Sa racine carrée, c'est pi sur racine de 6.
Donc finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? Cette relation soulignée en rouge, cette inégalité, m'a donné donc cette somme pour n quelconque est inférieur à un nombre fini. Or, cette série, c'est une série à terme positif. Ça veut dire que les sommes partielles de cette série à terme positif sont bornées par le nombre m pi sur sinus 6. Et donc, cela voudrait dire, alors on est toujours dans la première partie, cela veut dire que cette série numérique sigma de 1 sur k converge. Or, ceci est absurde parce qu'on sait que cette série de Riemann est divergente. Les séries de Riemann, sigma de 1 sur k puissance alpha, divergent si alpha est inférieur ou égal à 1. Ici, c'est alpha égale à 1. Voilà la première méthode. La deuxième méthode aussi, on va jouer sur le fait que cette série est divergente. Alors, regardons maintenant comment on peut utiliser le théorème de Banach pour montrer qu'elle n'est pas continue. Alors, comme tout à l'heure, on suppose qu'elle est continue. Elle est une forme linéaire, d'après l'énoncé, et maintenant, on suppose qu'elle est continue. Sur C00, qui est un sous-espace vectoriel de L2, quand on a une forme linéaire continue pour un sous-espace d'un autre espace vectoriel normé, le théorème de Banach nous dit que cette forme linéaire se prolonge en une forme linéaire sur l'espace L2 tout entier. Je vais appeler cette forme linéaire L tilde, qui garde la même norme, mais ça, on n'en a pas besoin ici. Ce qui est intéressant, c'est que L tilde prolonge L et elle est continue. Si on suppose L continue, elle admet un prolongement continu sur L de tout entier. Considérons maintenant cette suite 1 sur K. C'est un élément de L2, puisque sigma de 1 sur K au carré converge. Et je vais considérer les mêmes UN que j'ai utilisés dans la méthode numéro 1, qui sont des éléments de C00. Alors, je dis que la suite UN converge vers U dans L2. Et je dis que je l'ai déjà fait dans cette séance même. Voir la question numéro 1. Alors, on va se rappeler la démonstration. Pourquoi UN converge vers U? Alors, dans la question numéro 1 de ce même exercice, si on prend, je vous ai montré si X est dans L2, vous prenez le Xn qui lui correspond en coupant, si vous voulez, la suite, pour mettre des zéros après le rang petit n. Cette suite Xn, j'ai démontré qu'elle converge vers X. Alors, nous avons justifié pourquoi UN tend vers U. Et puisque L tilde est continue sur L2, alors limite de L tilde de UN est égale à L tilde de U. Parce que L tilde est continue sur L2 et UN converge vers U dans L2. On a ceci. Bon. Mais L tilde prolonge L et UN est un élément de C00. Par conséquent, l'image par L tilde de UN, c'est la même chose que L de UN. Et L de UN, on l'a déjà utilisé. C'est la somme de 1 sur K, K égale 1 jusqu'à N. Alors, ceci converge vers L de U. L tilde de U, c'est un élément de C, puisque L tilde est défini sur L2. L'image de U est un élément de L2, son image est un élément de C. Donc, cette série, à nouveau, on montre qu'elle converge. Mais elle n'est pas convergente, elle est divergente. Donc, on a une absurdité. Et ce qui est juste, c'est qu'elle n'est pas continue. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette séance. Je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité.